certains moments, semblaient disparaître dans la mer, et ils en avaient conclu que, de même que le soleil, elles allaient s'y baigner et lui emprunter leur nourriture. Homère, dans l'Odyssée, dit en parlant d'un des astres les plus connus: l'ours que le vulgaire appelle le chariot tourne au même lieu que les Pléiades, les Hyades, le fort Orion, et seul n'a point part au bain de l'océan. Hésiode et plusieurs auteurs grecs constatent cette croyance qui subsistait encore à l'époque romaine. Le Bouvier, dit Quintus Cicéron, des 12 signes, disparaît le dernier avec le jour sous les flots de l'océan. Cette idée antique semble être restée encore populaire en Grèce. Une chanson crétoise parle d'un endroit aux extrémités du monde où se trouvent les bains des astres. Suivant Plutarque, Thalès observait que les astres se nourrissaient des vapeurs de l'océan, et Cicéron disait que les astres se nourrissent des vapeurs que le soleil attire de la terre, de la mer et des eaux. D'après Lucain, les étoiles devaient un jour s'éteindre dans les abîmes de l'océan. Columelle disait: le coucher de certains astres annonce la tempête. Souvent, il la produit. Les marins arabes du Moyen-Âge avaient remarqué que l'état de certaines mers coïncidait avec les mouvements des astres. La mer de Perse commence à devenir orageuse lorsque le soleil entre dans le signe
de son mât à la proue, on ne voit point d'étoiles, mais entre le mât et la poupe, il y en a de très brillantes. Le gouvernail, éclairé çà et là de plusieurs feux, tombe aux extrémités inférieures du grand chien, Cicéron. Le vaisseau fut placé par Minerve, aux cieux, où il n'est visible et apparent que depuis le gouvernail jusqu'au mât. Son but fut d'inspirer de la confiance au matelot lorsqu'il l'apercevait. Hygin ajoute que s'il n'est figuré que jusqu'au mât, c'est afin que les navigateurs ne perdent pas courage en voyant leur vaisseau pareillement mutilé. Au sujet de l'étoile polaire, on lit dans un ancien auteur, excepté les pilotes, il y a peu de personnes, entre le vulgaire des matelots, qui ne se persuadent que l'étoile, que l'on nomme polaire ou bien l'étoile de mer ou du nord, ne soit ainsi appelée, parce qu'elle est en effet au pôle du monde, et que c'est sur cette étoile, comme sur un pivot doré, que roule tout l'univers. Et de fait, les Tartares nomment Sénèslicole le pôle qui veut dire, en leur langue, clou de fer. En Méditerranée, elle fut nommée aussi Tramontane, parce que les Marseillais et les Génois la voyaient au-dessus des pays qui sont tramonti, au-delà des Alpes. De là vient l'expression proverbiale perdre la tramontane, n'avoir plus aucun moyen de se tirer d'embarras, être égaré comme l'ancien pilote qui perdait de vue l'étoile polaire. Perdre la tramontane est un vieux mot marin, encore usité à terre, qui veut dire ne savoir quelle conduite tenir. Lorsque les navigateurs du XVe siècle, après avoir passé la ligne, ne la virent plus, ils furent très effrayés. Colomb disait à son équipage que ce n'était pas l'aiguille aimantée qui avait perdu de sa vertu, c'était l'étoile polaire qui avait changé de place. On dit en termes de marine que le vent se range à l'étoile pour dire qu'il se range vers le nord, parce que l'étoile polaire est de ce côté-là. Les gens de mer l'appellent aussi étoile du nord.
passage des tempêtes, des vents violents, de grandes pluies. Celle qui apparut sous le consulat de Paterculus et Vopiscus réalisa ce qu'avaient prédit Aristote et Théophraste. Partout régnèrent de violentes et continuelles tempêtes. On retrouve cette croyance dans Homère. Telle la voix du fils de Saturne, une fatale comète se détache de la route azurée. Tels les feux que lancent sa crinière font pâlir les matelots et les guerriers, et portent dans leur cœur de sinistres présages. Au XVIe siècle, l'opinion générale était que les comètes causaient de grands malheurs, même sur mer. Au commencement du XVIIIe siècle, les comètes inspiraient encore une grande frayeur aux matelots normands. À Assigny, pendant le passage d'une comète, les affaires sont suspendues et